dans notre secteur du grand âge, télémédecine, protection des données. Je vais demander à nos trois intervenants de venir nous retrouver. Le docteur Didier Armingaud qui est avec nous, directeur médical, éthique et qualité de groupe Corian. Et maître Benoît, bonjour, bienvenue, installez-vous. Et maître Benoît Louvet, avocat associé du cabinet Oudard. On a besoin d'un avocat. Et si Laurent Alexandre est toujours parmi nous, je n'en suis pas certaine. Non, Laurent est peut-être toujours en train de signer ses livres, ou peut-être est-il déjà dans un autre monde. S'il nous rejoint en cours de débat, ce sera bien. En tout cas, on va commencer. Notre sujet, c'est l'intelligence artificielle et le RGPD, la télémédecine. Et pour planter le décor, je voudrais, Didier Armingaud, que vous nous parliez de la télémédecine, de ses avantages, est-ce qu'elle se développe. On sait que dans le plan Buzyn, dans la feuille de route, il y a un accent mis sur cette télémédecine parce qu'elle est censée résoudre beaucoup de questions, comme les déserts médicaux, comme... Parlez-nous-en, l'avantage de la télémédecine, où on en est, est-ce qu'elle se développe? Alors, c'est une très très vaste question, comme on a eu l'occasion de l'évoquer. La télémédecine, en fait, je pense qu'on est beaucoup, très nombreux dans la salle, à se chercher un peu par rapport à la mise en place de ça. Je pense qu'on est tous rentrés dans la télémédecine par le biais des expérimentations financées par les ARS qui étaient sur des budgets non pérennes, avec toutes ces difficultés au départ plutôt de technologie basique, c'est-à-dire les questions de flux d'informations, de mise en conformité des réseaux, de ne pas avoir des coupures incessantes du fait de la nécessité d'avoir une technologie qui soit bonne. Et puis après, on s'est beaucoup axé sur comme si l'outil allait révolutionner les choses. Et en fait, en tout cas, moi, le retour que j'en ai, puisqu'on a dû faire dans le groupe une petite cinquantaine d'expérimentations, c'est que il faut d'abord réfléchir sur les usages et que, certes, c'est une révolution technologique et que c'est on a vu ce matin, il faut qu'on s'engage là-dedans et qu'on n'en ait pas peur et surtout qu'on ne ferme pas les yeux. Mais c'est d'abord, pour moi, une révolution dans les organisations. Parce que toute cette nouvelle connectique et cette connexion entre les individus, il faut encore que les individus qui sont de part et d'autre soient présents physiquement au même instant. Et ça a été la grande difficulté de la plupart des expérimentations qui ont été faites, c'est qu'on se rend compte qu'il faut que les acteurs soient présents au même moment, aux deux bouts de la caméra. Et donc, il y a un vrai remise en question des organisations, de la gestion du temps, de la gestion du planning. Et puis après, il faut avoir en effet déjà de base gérer et régler ces questions de connexion. Et ensuite vient finalement la réflexion sur quels sont les outils qu'il faut mettre en place en fonction des usages que l'on souhaite mettre en œuvre. Et l'erreur au départ qu'on a pu avoir, c'est de penser que ça allait casser les frontières et qu'on allait tous travailler avec des gens qui étaient à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la région. Premier problème, c'est qu'on a tous été financés sur des expérimentations régionales, oui, et où l'outil proposé par la région était différent dans la région voisine. Donc c'est compliqué d'imaginer de travailler avec des médecins qui ne sont pas sur les mêmes outils. Donc ça sera déjà une vraie évolution à avoir demain, des outils sur tout le réseau qui soient des outils en tout cas qui répondent aux mêmes normes techniques, oui, pour qu'on puisse communiquer entre nous. Et puis l'autre enseignement qu'on en a tiré, et c'est que merci de nous rejoindre. Cette technologie, en fait, est là pour mettre en relation des hommes qui ont besoin à un moment donné quand même de se voir, de se toucher, parce que n'oublions pas qu'on est dans des métiers du toucher. Moi, je dis deux choses, c'est qu'on est dans des métiers de la relation à l'autre, et des métiers du toucher. Le docteur va avoir du mal à déléguer le toucher à quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, c'est une autre évolution. On voit que ça nécessite de revoir aussi les postures des différents métiers, la posture du médecin par rapport à son patient, de faire aussi évoluer les métiers des soignants qui sont à proximité, parce que nous, tout ce qui est télémédecine, téléconsultation, c'est pas uniquement du patient vers le médecin. Il y a toujours non pas une interface, mais un acteur au contact de la personne âgée. Et en fait, cet acteur-là, il faut lui donner des compétences et il faut que le médecin apprenne à faire confiance à cette personne et à lui déléguer un certain nombre de tâches, et notamment ce fameux toucher et contact que lui n'a plus à distance. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'assez complexe. Moi, j'y crois beaucoup, parce que je pense que c'est un moyen, d'une part, de résoudre certaines de nos difficultés, comme le désert médical et autres, oui, de pouvoir accéder à l'expertise médicale qu'on n'a plus forcément aujourd'hui à proximité. Et c'est un moyen pour moi vraiment de travailler sur ce réseau de proximité
locale, régionale, et en y rajoutant en effet une touche peut-être nationale ou plus loin quand on a besoin d'aller au-delà. Alors vous avez prononcé le mot données, et il faut protéger ces données, faire en sorte que tout le monde ne puisse pas tout à coup découvrir que Madame Durand a un cancer du côlon et qu'elle va être morte en 2 mois. Le RGPD est très clair sur le sujet. J'imagine que vous devez avoir un boulot fou maintenant dans votre cabinet sur le sujet. Vous en êtes un spécialiste. Comment vous abordez la question? C'est avec de l'anxiété? Vous détectez de l'anxiété parmi les gens qui s'adressent à vous? Ou au contraire, une façon plus sereine, je dirais, d'aborder les choses, ce RGPD? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne manquons pas de travail en la matière, tant mieux. Néanmoins, et vous avez parfaitement bien résumé la question, on assiste à une certaine angoisse, entretenue peut-être par certains discours un peu commerciaux, faut-il le dire. Alors le RGPD est un vrai sujet, mais c'est quelque chose qu'il faut gérer, je pense, sereinement, dans le temps. Finalement, ce qu'on entend, c'est « êtes-vous conforme ?» Est-ce que vous êtes conforme au 25 mai? Ça a été la question qu'on a beaucoup entendue pendant de nombreuses semaines. Je crois qu'il faut faire retomber un petit peu cette angoisse et bien comprendre que la conformité au RGPD, ce n'est pas un état à un moment T, c'est la mise en place d'un certain nombre de processus, de procédures, d'amélioration permanente. Alors oui, si ces procédures, cette dynamique est lancée, elle est mise en place, alors bien sûr, même si elle n'est pas parfaite, elle est là, on avance, on améliore. C'est la véritable conformité au RGPD. Pour moi, elle est là. Tous vos clients ne sont pas égaux face au RGPD. J'imagine qu'il y a des différences de situation, d'attitude. Il est certain que... alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux règlement européen, il a été publié au journal officiel voilà 2 ans. Alors, il vient d'entrer en application, mais il est en vigueur depuis 2 ans. Effectivement, les grands groupes de la communication, les grands groupes de l'Internet s'y sont mis il y a bien plus longtemps. Donc eux, ils ont un niveau de maturité, c'est normal, beaucoup plus important. Et on attend un petit peu plus d'eux, c'est normal aussi. En revanche, les acteurs plus modestes, même les acteurs de taille moyenne, finalement, ont vraiment pris le sujet en possession il y a souvent quelques mois. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de partir. Je pense que, et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, tout au long de ces interviews, la présidente de la CNIL le dit et le répète, il n'y aura pas de contrôle, il n'y a pas eu de contrôle le 26, vous l'avez bien vu, tout le monde en est témoin. Les quelques sanctions qui tombent aujourd'hui, on en entend un peu parler dans la presse, ce sont des sanctions qui correspondaient à des infractions, qui correspondent à des infractions avant l'entrée en vigueur du RGPD, faut-il le dire. Alors, tout le monde a entendu parler peut-être de la sanction prononcée contre un distributeur un lunetier par rapport à son site internet qui n'était pas très sécurisé. Bon, ça, ce sont des choses qui datent d'avant le RGPD. Donc, il n'y a pas eu de grande campagne de contrôle. Il n'y a même pas eu du tout de contrôle le 26 mai. Et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup avant plusieurs mois. La question, c'est aujourd'hui de lancer, de partir dans cette dynamique de je me prépare. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place des process qui vont assurer que dans le temps, je vais gérer les risques et je vais protéger les données au mieux. Didier Armingaud, ça va dans le sens d'une plus grande protection de la personne âgée? Oui, ça va dans le sens d'une plus grande protection, mais en même temps, c'est vrai, comme vous le disiez, on est dans un secteur qui est très hétérogène, avec une maturité des acteurs qui est très différente, et que nous, sur ces sujets-là, enfin là je parle au niveau de l'entreprise, on est pour plein d'autres raisons très vigilants sur ces questions de respect de la réglementation et de la protection des données. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve à gérer un nombre colossal de données. Après, je pense qu'on est dans un secteur d'activité où la complexité pour nous, c'est qu'on n'est pas juste sur une relation one-to-one d'une personne vers une autre, c'est-à-dire nous, l'usager, en fait, il est multicéphale parce qu'on se retrouve, certes, à protéger ces données, mais ces données, souvent, on a besoin, et je pense, moi, j'engage toujours le fait de communiquer et d'informer, on a besoin de les partager avec son entourage.
Et c'est vrai que là, du coup, le respect stricto sensus des textes tels qu'ils nous sont proposés est un peu complexe à appliquer stricto sensus et qu'on a besoin quand même de les interpréter. Et surtout, je pense que ce qui est important surtout pour nous, c'est de bien y réfléchir avant, de bien réfléchir à nos pratiques, pour être capable, lorsque éventuellement parfois on est obligé d'adapter un peu l'application stricte des textes, être capable surtout d'expliquer pourquoi nous, on a choisi cette solution et pourquoi, en effet, nous, on peut se retrouver à être amené parfois à partager des données parce que voilà. Mais il faut vraiment y réfléchir et être capable d'expliquer tout le cheminement et toute la réflexion qu'on a eue derrière pour être sur une application, une interprétation parfois un peu différente des textes. Je réponds tout à fait dans votre sens. L'idée, c'est d'expliquer, de documenter pourquoi est-ce que je fais cela. Alors, généralement, ça va suivre la logique d'une opération métier. Donc j'ai une finalité, elle est nécessaire, en principe elle est tout à fait normale, et voilà les conditions de sécurisation que je vais mettre à côté pour m'assurer que je fais telle chose, mais je le fais dans des conditions qui font que le risque vis-à-vis des données, la protection que je vais accorder aux résidents, à ces données, est à la mesure de ce que je fais. Voilà, finalement, c'est bien ça. Laurent Alexandre, je voudrais votre regard là-dessus. Vous nous avez alerté dans votre exposé en début de matinée. On nous pompe nos données, on est dévalisé, et ça commence par les enfants. Est-ce que le RGPD va être un rempart ou pour vous, c'est un règlement qui... Le RGPD a été conçu dans une optique de protection. La protection est bien sûr indispensable. Nous ne sommes pas désireux de voir notre dossier cancérologique mis sur Internet, on est bien d'accord, et une protection est nécessaire. Mais la façon dont le RGPD et le règlement e-privacy qui va sortir dans quelques mois ont été conçus avantage considérablement les GAFA et les BATX. Donc en réalité, on fait un immense cadeau. D'ailleurs, j'ai personnellement demandé, moi à Bruxelles, que l'on vérifie que les gens qui ont écrit le RGPD sont juste pas bons en informatique et en IA, et ne sont pas corrompus. Vous y voyez un complot. On ne peut pas faire un plus immense cadeau aux GAFA que la façon dont on a rédigé ces deux règlements européens. Ils se frottent les mains tous les jours. Alors complot ou incompétence ? On a considérablement réduit la difficulté à faire du tracking publicitaire, tout un tas de choses pour les petits acteurs indépendants. Et en revanche, à l'intérieur de l'univers Google et à l'intérieur de l'univers Facebook, on ne change rien. Et donc en réalité, on avantage énormément l'offre publicitaire des géants du numérique et on est en train là encore, de diminuer la position concurrentielle des publishers européens. Donc effectivement, il n'y a pas eu de réflexion stratégique. Il faut savoir qu'un règlement européen, on met entre 5 et 15 ans pour le pondre. Quand on a commencé à y réfléchir, l'intelligence artificielle n'existait pas. Et aujourd'hui encore, les gens à l'Union européenne n'ont pas bien compris que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est data-driven, comme on disait tout à l'heure, elle a besoin de beaucoup de data. Donc on a rédigé ça au nom des bons sentiments, de la bienveillance, et comme c'est des couilles molles à Bruxelles, et qui ne savent pas ce qu'est une guerre, ni la vraie guerre, ni la guerre technologique, ils n'ont pas compris qu'on est en guerre technologique et qu'une guerre technologique, c'est quand même une vraie guerre. Et donc, ils ont fait un immense cadeau aux GAFA. Pour réécrire le RGPD, le règlement e-privacy, il va falloir 15 ans. Pendant ce temps-là, on va donner un avantage immense et on va continuer à appauvrir les acteurs du numérique européen. Il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun acteur du numérique européen significatif. On est des minuscules kiki. Il n'y a aucun acteur. Quand on s'esbaudit devant une start-up, une boîte de données en Europe, elle vaut 1 milliard. Google, Apple, Facebook, Amazon approchent 1000 milliards. Et même en Chine, le T de Tencent, par exemple, le T de BATX, c'est Tencent, l'éditeur de WeChat, 1,2 milliard d'utilisateurs, c'est la 5e plus grosse entreprise mondiale. Donc on est face à des géants du numérique qui vont attaquer demain l'industrie bancaire. Les géants du numérique chinois sont en train d'attaquer l'industrie bancaire, qui attaquent des tas d'industries, puisque la data et l'intelligence artificielle sont un facteur clé pour l'automobile, avec la voiture autonome, la médecine demain, la dépendance demain, enfin on pourrait multiplier les exemples. Donc on donne des outils fantastiques à nos concurrents et on affaiblit les producteurs européens. Il faut qu'on ait une vraie réflexion, il faut qu'on ait des élites à Bruxelles et dans nos pays qui soient moins connes,
il faut qu'on ait à Bruxelles des gens qui aient des couilles et il faut des satchers de la data, c'est-à-dire des gens qui comprennent ce qu'est la guerre. Et bien sûr qu'il faut protéger les datas, bien sûr que ça ne peut pas être le Far West, mais on a vraiment rédigé ces règlements sans réfléchir à la donnée de l'intelligence artificielle et sans arbitrer entre privacy et puis puissance industrielle, puissance en intelligence artificielle. Pour vous mettre tout à fait à l'aise, je ne suis pas lobbyiste, je ne touche pas un centime des fabricants de data, des boîtes de données, je suis totalement neutre et indépendant sur ces sujets-là. Je ne parle pas là en tant que lobbyiste qui va toucher un chèque pour expliquer qu'il faut diminuer, qu'il faut amender le règlement RGPD. Je dis ça en tant que citoyen, pas que lobbyiste. Mais là, on déconne à plein tube. Laurent Alexandre, c'est plutôt par manque d'intelligence finalement. Non, c'est psychologique. C'est-à-dire récemment, je faisais une conférence au Parlement européen. Et derrière moi, il y a une conne qui représentait la Commission. Une conne parce qu'elle ne comprend rien au sujet. Et donc, on parlait des problèmes de souveraineté numérique et que c'est quand même emmerdant qu'il n'y ait aucun acteur européen. Pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, si la principale économie la principale industrie du 21e siècle, qui est la data et l'intelligence artificielle, on n'est pas présent, nos enfants vont moins bien bouffer que nous. Et donc, après mon exposé, la seule chose qu'elle a dit, cette andouille, c'est « Ah oui, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait autant de développeurs d'intelligence artificielle, hommes que femmes, en Europe. » C'est pas le sujet. Bien sûr qu'il faut des femmes développeuses, mais c'est pas le sujet. Merci Laurent Alexandre. Le sujet, c'est qu'on ne soit pas vassalisé par les géants américains. Mais on a très bien compris votre point de vue. Merci beaucoup. Je voudrais juste que Benoît Louvet, à côté, puisse s'exprimer sur le sujet lui aussi. Je voudrais réagir par rapport à ce que dit Laurent Alexandre et donner un petit exemple concret. Oui. Dans le secteur médical et médico-social. Vous savez qu'il existe une très grosse base qui s'appelle le PMSI, qui comprend tous les séjours hospitaliers, qui est géré par la TIH. Et aujourd'hui, tous les acteurs, y compris les fédérations professionnelles, veulent pouvoir accéder à ces gros entrepôts de données. Il est de même aussi pour le CIRAM, pour pouvoir essayer de comprendre, de faire des modèles économiques, de se projeter dans l'avenir, de faire des études. Et effectivement, qu'est-ce qu'on constate? C'est des difficultés administratives extrêmement lourdes. Alors, le RGPD n'est pas le seul responsable, soyons clairs aussi. On peut pas. Je voudrais être aussi un peu l'avocat du RGPD aujourd'hui, pardonnez-moi, mais parce qu'on lui prête aussi beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le RGPD. Donc, sachons bien distinguer, il n'y a pas que le RGPD, il y a aussi la manière dont on l'applique. La France a notamment sur les données de santé, une marge d'autonomie, puisque le RGPD a laissé aux États nationaux, compte tenu de leur système particulier de santé, une autonomie. Et les vieux démons français reviennent un peu vite, c'est-à-dire que les autorisations, les règlements reviennent très très vite, on veut tout cadrer. Et pour les acteurs privés, pour les établissements, pour les fédérations, c'est pardonnez-moi, je vais être un petit peu, nous sommes entre nous aujourd'hui, mais c'est la croix et la bannière pour accéder, pour faire du data mining. Et ça, je crois qu'il va falloir que l'ensemble des acteurs du secteur sanitaire et médico-social, parce que je crois que le médico-social est aussi très intéressé à ces choses-là, fasse front et pousse dans un sens d'un beaucoup plus grand libre accès à ces données. Oui, Didier Armingaud, puis Laurent, vous pourrez vous exprimer ensuite, mais Didier Armingaud, oui, on est au clair en matière de protection des données, par exemple dans votre groupe? Oui. Comme vous le dites, on est en J'ai entendu, ça m'étonnerait. On travaille tous sur les sujets. Dire qu'on est à 100% dans les clous, ce serait mentir, parce que je pense que c'est tellement complexe. Puis après, je pense qu'il faut vraiment aussi qu'on sache, à un moment donné, garder tête froide et puis mesurer vraiment où le niveau de risque par rapport aux données que l'on conserve. Je pense qu'il y a plus de risques, à la limite, dans le traitement qui pourrait être fait de données renseignées au domicile des gens, qu'on en a des données qui sont renseignées dans nos dossiers patients, aux dossiers résidents en établissement. Enfin, je pense qu'il faut aussi un peu mesurer le niveau de risque. Et puis, en même temps, ce traitement de données, on voit bien que ça aurait un gros intérêt en termes de prédiction et de médecine prédictive. Moi, je vois en interne
interne, on avait commencé à travailler avec une doctorante sur justement le traitement des données et de pouvoir sortir simplement de l'analyse des données très structurées, très renseignées, dans des cases à cocher, etc., qui sont toujours totalement inexploitables parce que jamais réellement renseignées, et de se rendre compte finalement que la richesse était de pouvoir aller traiter et analyser les données qui sont rédigées spontanément dans des transmissions, et que là il y avait une richesse d'informations qui était beaucoup plus forte. Et c'est une richesse pour nous qui serait utile de pouvoir en effet traiter, analyser, pour pouvoir tout de suite identifier à l'échelle d'un groupe d'individus qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je pense notamment à l'émergence au moment des zones hivernales, des périodes épidémiques. C'est plus facile pour nous d'aller identifier qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en analysant toutes ces données qui sont des données transcrites dans des transmissions ou dans des observations, que d'aller simplement vérifier qu'on a bien coché la case dans un dossier. Donc voilà, après je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne un peu, enfin on n'a pas des données stratégiques dans nos établissements. Oui, Laurent Alexandre, vous vouliez ajouter un mot sur le sujet? Oui, sur les données, les Américains sont très pragmatiques comme d'habitude. Chez Facebook et chez les autres, ils ont une phrase fétiche à propos du droit des données. Il vaut mieux demander pardon que demander l'autorisation. On l'a vu avec Zuckerberg. Vous imaginez bien que nous, en Europe, c'est un peu compliqué, on demande l'autorisation et on ne l'a pas. Donc effectivement, face aux géants du numérique, on est un peu emmerdé. Mais les GAFA américains ont trouvé pire. Récemment, les GAFA se sont inquiétés parce qu'avec le système de surveillance chinois, vous savez qu'il y a des caméras partout, ce qui fait qu'on obtient des bons points, des mauvais points. C'est comme ça que 4 millions de Chinois se sont trouvés interdits d'avions et de trains parce qu'ils traversent mal. Ils ont été repérés par les intelligences artificielles des caméras du parti. Et donc, les Américains sont inquiétés parce que les Chinois font d'énormes progrès en intelligence artificielle visuelle, en reconnaissance des visages, à cause du système policier du Parti communiste, qui est bien plus, qui permet bien plus d'éduquer les intelligences artificielles que le système américain. Alors je ne me fais pas du tout l'avocat du Parti communiste chinois, mais on voit que plus un système permet d'accumuler des datas, plus il permet d'éduquer les intelligences artificielles. Et nous, en Europe, qui sommes extrêmement restrictifs, effectivement, on est réduit à la situation d'observateur. Benoît Louvet, un mot sur le sujet. Comment vous voyez les choses évoluer? Et puis je voudrais, parce que le temps file, on n'a pas beaucoup de temps, on est un peu resserré, il y a des gens qui prennent des trains et malheureusement on va être obligé d'accélérer un petit peu. Je voudrais qu'on évoque ensemble la question du consentement qui a été évoquée dans le précédent débat, ça me paraît important. Comment vous voyez les choses évoluer? On est en train de gérer une situation... Dire par rapport à l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Oui. C'est le tout début. C'est le tout début. Je pense qu'il y a encore, notamment, je parlais tout à l'heure du data mining. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais on est face à je dirais une histoire des institutions qui sont propres au système français, qui ont leurs forces, mais qui ont aussi leurs verrous. Et je pense que c'est le tout début de combat. Enfin, voilà, je pense que c'est le mot pour que, notamment du côté des acteurs, finalement, ils puissent bénéficier de ces données qui sont les premières à produire. Il ne faut pas oublier que les données qui sont dans ces entrepôts viennent des établissements. Alors aujourd'hui, on leur dit non, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Je suis un peu caricatural, mais c'est un petit peu l'état d'esprit. Et je pense que il y a une vraie question. Merci. La question du consentement, on l'a abordée dans le précédent débat, mais elle a été vite évacuée. Oui, parce que c'est vrai, elle est importante. Et il y a de plus en plus de gens qui arrivent plus tard dans les établissements, qui sont touchés par Alzheimer. La question du consentement, qui, comment, quand? Pour moi, cette question-là peut-être remet encore sur le tapis cette notion de consentement, mais cette question fondamentale du consentement, on l'a déjà... quotidiennement, dès qu'une personne rentre dans un établissement, quelle est la place de son consentement pour entrer dans un établissement lorsque cette décision a été prise à l'occasion d'un accident de vie et d'une famille qui ne veut que le bien de l'aîné et qui va décider que pour son bien, on le met en établissement et que la personne n'a rien demandé à quiconque. Donc pour moi, ce sujet ne rend pas plus
comment dire, ne fait pas apparaître une nouvelle notion par rapport au consentement. La question du consentement dans nos établissements est une question qui est un vrai sujet complexe à régler, parce que nous, on est des acteurs de bout de chaîne, et que cette question de consentement, c'est aussi la question de la décision, l'identification de la personne de confiance et autres. Toutes ces choses-là sont importantes, et je pense que c'est nécessaire en effet qu'il y ait des textes et qu'il y ait une réglementation à ces sujets, mais il faudrait que les gens s'en emparent bien avant que se pose la question de rentrer en établissement. C'est des sujets qui doivent être traités bien avant. Et puis, nous, en fait, ce qui pose problème, c'est que la donnée de santé, si je reviens à la donnée de santé, la donnée de santé, on a une grande hypocrisie depuis des années, c'est que la donnée de santé, où tous les textes disent qu'elle doit appartenir au patient, c'est-à-dire que moi en tant qu'individu, le dossier patient où il y a les informations qui me concernent, normalement, m'appartient. Oui. Or, aujourd'hui, dans la réalité, et c'est comme ça depuis des générations, le dossier, il était manuscrit dans une armoire de docteur, et c'est le docteur, finalement, qui était le détenteur de l'information que j'étais censé avoir. Voilà. Et donc, dès que je demande une information, tout de suite, tout le monde s'inquiète et de savoir est-ce que j'ai le droit ou pas de le donner. Je pense que demain, la révolution, ça sera quand l'usager aura sur lui en permanence ses données médicales, et que c'est lui qui décidera de donner accès à ces données médicales à tous les correspondants qu'il croise dans la journée, ou quand il aura besoin d'aller à la pharmacie, le pharmacien a besoin d'informations, de voir son médecin, de voir son kiné, de voir son spécialiste. Sur le consentement, moi je voulais, alors c'est le juriste qui va parler, mais alerter un peu notre auditoire sur le fait qu'on entend beaucoup de bêtises aujourd'hui à propos du RGPD. Certains s'inquiètent en se disant, avec le RGPD, il va falloir tous les 3/4 d'heure dans les établissements faire signer des consentements aux résidents. Alors, c'est absolument, excusez-moi le terme, je vais être un peu grossier, mais c'est absolument n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Il faut bien faire la différence entre ce qui relève du RGPD et ce qui relève du consentement dans d'autres cadres juridiques. Le consentement de la loi SV, le consentement au contrat d'accueil, je pense que notre auditoire, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde le connaît bien, c'est un consentement général. Il existe aussi un consentement aux soins, c'est un consentement qui est là pour tous les patients dans le Code de la santé publique, avec un volet information et un volet consentement aux soins après avoir reçu les explications nécessaires. Et il y a en dernier lieu le consentement qui est prévu au RGPD, mais soyons clairs, il n'est pas nécessaire dans le cadre d'une relation de soins. Il n'est pas nécessaire dans le cadre d'une relation contractuelle. Il est nécessaire que dans des cas très limités qui, en principe, à part l'envoi d'emails de communication à des personnes avec lesquelles on n'est pas en relation, ne rentre pas dans la vie quotidienne d'un établissement. Donc, ce n'est pas un sujet. Et c'est aussi pour moi l'occasion de rappeler que le RGPD doit s'inscrire, tout ce qu'on va faire sur le RGPD, il faut bien faire attention de ne pas réinventer la roue. Les établissements font beaucoup de choses tous les jours qui peuvent être très bien réutilisées dans le cadre de la conformité au RGPD. Donc, finalement, le premier travail qu'il faudra faire, c'est de s'interroger sur ce qu'on fait déjà, comment on le fait et comment on peut le réutiliser dans cette conformité RGPD. Voilà, ce que je disais en introduction, faire les choses dans le temps, dans la sérénité. Eh bien, ce sera aussi le mot de la fin. Je vous remercie tous les trois, messieurs, d'être venus partager vos expertises sur le sujet. Merci infiniment. Et on va passer maintenant à l'analyse d'Emmanuel Todd. S'il est toujours là, Emmanuel, ou êtes-vous ? Oui, voilà. Merci infiniment à vous trois. Merci beaucoup. Au revoir. Emmanuel, ça y est, c'est la fin de notre congrès, donc vous êtes nourri de tout ce qui a été dit ici. Et je voudrais simplement, en tant que femme, m'inquiéter de votre